Bonjour camarades sur la chaîne Renaissance du communisme. Ce sera une autre et quatrième présentation du livre publié par la maison d'édition Delga. Dans la description de ce film, vous trouverez des liens vers ma conversation avec Monika Karbowska à propos du livre sur la trahison de Gorbatchev ainsi que deux conversations avec le professeur Bruno Drwęski à propos de ce livre. Des livres sur le bilan du socialisme réel et des livres sur le financement de la solidarité polonaise par impérialisme occidental. Aujourd'hui, je vais parler du livre de l'historien russe Viktor Zemskov que vous voyez ici. Tout d'abord, une petite note technique. Je suis polonais et qui apprend encore le français et c'est pourquoi j'ai écrit les textes de cette déclaration dans mon langue maternelle, puis je les traduis. J'espère que la traduction est correcte. J'espère aussi que le texte que je vais vous lire sera intéressant. Si vous préférez une présentation plus vivante du livre sous forme de dialogue, nous prévoyons une conversation avec le traducteur de ce livre, le camarade Cyprien Anatole. Enfin, je voudrais annoncer deux autres présentations du livre. Bientôt, nous enregistrerons une conversation avec Monika à propos d'un livre sur la Biélorussie et je parlerai d'un livre sur la guerre germano-soviétique. Avant d'aborder le contenu du livre, je dirais quelques mots sur son auteur, Viktor Zemskov. Eh bien, Viktor Zemskov a vécu de 1946 à 2015 et était un historien russe. Il me semble que ce qui est tout aussi important est de savoir qui n'est pas l'auteur de ce livre. En effet, l'auteur du livre n'était pas communiste. Je pense que c'est un point très important, surtout quand nous parlons d'un livre sur un sujet aussi controversé que l'Union soviétique et les camarades Staline. En tant que master sciences en histoire, je dois malheureusement dire que dans mon pays, mais probablement aussi dans tous les pays occidentaux, nous sommes témoins de l'utilisation instrumentale de l'histoire dans les conflits politiques et géopolitiques actuels. La grande majorité, sinon la totalité des historiens polonais répètent des mensonges sur l'Union soviétique, faisant de l'histoire un domaine scientifique qui se prostitue au pouvoir politique. Viktor Zemskov appartient à un groupe très rare d'historiens qui ne sont pas guidés par des agendas politiques et s'intéressent simplement à la vérité historique. Et il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, dominé par une propagande anticommuniste primitive où la plupart des médias, des historiens et des livres publiés rivalisent pour savoir qui sera la plus grande menteur, le livre dont nous parlons aujourd'hui est une rare exception. Viktor Zemskov, comme il sied à un historien, étudiait les sources. Les sources du livre de Zemskov sont des documents officiels publiés en URSS. Le livre se compose de 5 chapitres qui abordent les 3 sujets les plus controversés. Le nombre de victimes de l'URSS, la collectivisation et le sort des répatriés rentrés en URSS après la Seconde Guerre mondiale.
La collectivisation est un sujet très vaste. C'est pourquoi 3 chapitres lui sont consacrés. Pour vous encourager à lire ce livre, je discuterai d'une conclusion de chaque sujet qui, à mon avis, est intéressant pour toute personne qui recherche la vérité. Le premier chapitre est une analyse critique des historiens ou plutôt des pseudo-historiens qui, selon l'auteur des livres, ne sont que de simples propagandistes primitifs. Les soviétologues occidentaux modernes estiment que 20 millions de personnes ont été assassinées en URSS. Le célèbre historien russe Roy Medvedev, qui a fait carrière à l'époque de Yeltsin, a doublé le nombre de victimes du communisme et on a dénombré à 40 millions. Les soviétologues occidentaux pensaient pendant la guerre froide que 50 voire 60 millions de personnes avaient été assassinées en URSS. Bien entendu, tous ont été surenchéris par les célèbres lauréats du prix Nobel de littérature Alexandre Solzhenitsyn qui a dénombré 110 millions de victimes de l'Union soviétique. Nous avons donc une sorte de course au corps, une sorte de vente aux enchères de nécros dont le vainqueur reçoit le prix Nobel. Zemskov critique cette approche et distingue clairement l'œuvre littéraire à l'imaginerie qui l'accompagne de la vérité historique. On peut apprécier un écrivain pour sa créativité littéraire, mais cela n'a rien à voir avec la vérité historique. Et si un écrivain comme Solzhenitsyn prétend que tout ce qu'il a écrit est une vérité historique, il faut clairement affirmer qu'il est un menteur. Il n'y a qu'une seule vérité. Et si différents historiens décrivent le même événement d'une manière complètement différente, c'est la meilleure preuve que l'un d'eux a tort ou ment simplement. Et dans ce cas, tout le monde monte probablement. Zemskov estime le nombre de victimes soviétiques à 2,6 millions et s'appuie sur des documents des services soviétiques. Le premier chapitre est difficile et peut-être même ennuyeux en raison de la grande quantité de chiffres et de statistiques. Cependant, les conclusions sont très importantes. Toutes les autorités contemporaines, Solzhenitsyn en tête, sont une bande de menteurs et Zemskov les a dénoncés. Eh bien, sur la question se pose pourquoi un communiste devrait-il se préoccuper du passé? Eh bien, nous avons besoin de connaître le passé car chaque fois que nous voulons critiquer le capitalisme et la bourgeoisie, l'argument apparaît immédiatement selon lequel le communisme est une idéologie criminelle et des menteurs comme Solzhenitsyn sont cités comme source. Grâce au travail de Zemskov, nous disposons d'un outil très puissant pour Grâce au travail de Zemskov, nous disposons d'un outil très puissant pour démystifier les mythes de la propagande anticommunisme. Le 12e sujet est la politique agricole soviétique, mieux connue sous le nom de collectivisation. 3 chapitres sont consacrés à ce sujet et heureusement, ils sont beaucoup plus faciles à lire que les premiers chapitres. Comme pour le nombre de victimes, de nombreux mythes et mensonges circulent sur la politique agricole soviétique et plus largement sur l'économie soviétique. Dans la version les plus primitive que l'on trouve dans les manuels d'histoire polonais, les bolcheviks sont présentés comme des gens qui n'avaient
aucune idée de l'économie et le socialisme construit en URSS a été un grand désastre économique. Il n'y avait pas de nourriture dans les magasins et les gens mouraient de faim. En bref, les gens en URSS n'ont rien mangé pendant 70 ans parce qu'ils faisaient tout le temps les queues. Le grand avantage du livre réside dans la présentation des objectifs de la politique agricole soviétique. Pour simplifier, on peut dire qu'il y avait 12 objectifs. Premièrement, la mécanisation agricole. Deuxièmement, le développement de zones qui n'étaient pas cultivées auparavant. Pour construire une agriculture moderne, utilise des machines, des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Il a fallu mettre fin à la propriété privée de la terre et c'est pourquoi les fermes collectives ont été créées. C'est pourquoi ce processus est appelé collectivisation. Grâce à la liquidation des petites exploitations agricoles et aux terres devenues propriété des kolkhozes, les machines pourraient être utilisées à grande échelle. Grâce aux machines, le travail agricole est devenu plus facile et des millions de paysans issus des villages surpeuplés ont pu être envoyés dans des zones auparavant inhabitées. Selon Zemskov, la lutte de propagande contre les kulaks était principalement motivée par la nécessité de développer les zones inhabitées. Les kulaks ont été envoyés dans les colonies de travail de 15 à 1200 personnes où des civilisations ont été rapidement créées à partir de zéro. Il y avait différentes colonies de travail en Asie centrale, notamment au Kazakhstan. Le principal problème était le manque d'eau et il fallait tout d'abord creuser des puits et des canaux. Dans le nord de la Russie, dans le cercle polaire arctique, les marécages posaient problème. Même si l'envoi dans une colonie de travail était forcé, la vie dans la colonie de travail elle-même était normale. Il s'agissait des colonies où les gens possédaient leur propre maison. Il n'y avait pas de fils barbelés ni de rasage de la tête. La moitié des habitants des colonies de travail sont des volontaires issus des villes surpeuplées. Pendant ce temps, la propagande anticommuniste présente le mythe selon lequel tous les kulaks finiraient dans des camps. Concernant les camps de travail et le système carcéral soviétique, il convient de souligner souligner que le pourcentage de personnes emprisonnées en Union soviétique était bien inférieur au nombre de prisonniers aux États-Unis ou en Pologne d'aujourd'hui. La politique agricole soviétique était synonyme de grand succès. Le socialisme est une agriculture moderne, utilise des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Le socialisme cultive dans les déserts du Kazakhstan ou dans les marécages de la zone polaire. Le chapitre sur l'agriculture en temps de guerre est particulièrement inspirant. Les bolcheviks dirigés par Staline ont accompli un grand miracle. Pour cultiver la terre, il faut des hommes et de la terre. En 1941, la Wehrmacht occupa les terres les plus fertiles d'Ukraine et de Biélorussie et des millions d'hommes soviétiques furent enrôlés dans l'armée russe. Il aurait pu y avoir une famine en URSS comme en Russie en 1917.
ce qui ensuite conduit à des révolutions dans lesquelles le prolétariat russe exigeait du pain. Il n'y avait pas de famine en URSS car la production agricole se poursuivait dans les kolkhozes de l'Est où travaillaient les femmes. Et cela a été possible grâce à l'utilisation des moissonneuses-batteuses et des tracteurs et d'autres machines. Ce fut aussi une révolution dans les relations entre hommes et femmes. Le village russe à l'époque du tsar était basé sur un modèle familial patriarcal dans lequel la décision était prise par les hommes. Cela a changé dans les kolkhozes et l'égalité du sexe a prévalu. Le dernier chapitre concerne les répatriés. Ici, le travail de Zemskov était la plus simple. Les propagandes anticommunistes entretiennent les mythes selon lesquels tous les répatriés, c'est-à-dire plus de 6 millions de citoyens soviétiques, rentrés en Union soviétique après la guerre, ont tous été abattus. C'est un mensonge flagrant, très facile à démystifier. Ces personnes ont vécu longtemps et certaines d'entre elles ont même fait carrière en URSS. Le dernier chapitre est intéressant avant tout par l'image de Staline, présenté comme un psychopathe qui voulait tuer tout le monde. Pendant ce temps, Staline et les dirigeants de l'URSS, motivés par l'humanitarisme, ont enfreint la loi soviétique qui est claire sur cette question. Quiconque sert dans l'armée ennemie pendant la guerre mérite la peine de mort. Des millions de citoyens soviétiques ont servi dans l'armée de Vlasov, dans diverses légions ou directement dans les Wehrmacht. Les citoyens de l'URSS ont également quitté les formations de police qui ont commis des crimes contre la population civile dans les territoires occupés par les Allemands. La peine de mort n'était appliquée qu'aux officiers les plus importants et aux criminels exceptionnels. Les grandes majorités des répatriés ont été envoyés dans des camps de travail et libérés au bout de 7 ans. Et les années passées dans les camps étaient comptées dans leur pension. Le livre contient bien sûr de nombreux autres sujets intéressants et je vous encourage à les lire. J'ai également mes propres commentaires critiques que je peux exprimer lors d'une conversation avec le traducteur. Voilà. J'espère que vous avez compris mon langue française. Il y a aussi les traductions en polonais ici à droite. Merci. Et bientôt, on va présenter d'autres livres.